Le cheval, un athlète d'exception. Nous allons donc voir les particularités, physiologiques de cet animal par rapport en comparaison le plus souvent à un athlète humain, en reprenant en fait les différentes organes clés de la performance motrice que nous allons passer en revue et pour lesquels nous allons voir à chaque fois les particularités en comparaison à un athlète humain, du muscle évidemment, du sang, de la fonction cardiaque du cœur et enfin de l'appareil respiratoire. Donc les organes clés de la performance sont oups, sont évidemment le muscle. Donc c'est le premier organe effecteur du mouvement. L'exercice physique va évidemment être lié à la fonction musculaire. Ce muscle va être alimenté par le sang qui va lui apporter à la fois de l'oxygène et aussi des nutriments. Le sang va être mobilisé au niveau de la pompe cardiaque, qui présente elle aussi des particularités physiologiques d'espèce. Et enfin, ce sang doit être oxygéné au niveau donc, de l'appareil respiratoire. Hop, j'avais oublié le petit laser. Au niveau donc, de l'appareil respiratoire, que nous verrons donc comme dernier appareil de la performance. Quelques généralités sur le muscle et on va repartir sur des bases de physiologie cellulaire qui ne sont pas toujours très, très pratiques, mais qui sont essentielles en fait pour comprendre et pour avoir une idée de l'implication par la suite en matière d'entraînement. Donc, si on considère le travail musculaire comme une série de contractions et de décontractions, la molécule en fait qui permet ce fonctionnement musculaire s'appelle l'ATP. C'est une source énergétique universelle de fonctionnement cellulaire. Et cet ATP est présent en quantité très limitée dans le muscle, ce qui fait que les réserves vont s'épuiser extrêmement vite. En quelques secondes, en fait, les réserves d'ATP vont être épuisées. Et donc, l'organisme va devoir trouver des solutions pour renouveler en permanence ce stock d'ATP de manière à ce que la cellule musculaire continue de fonctionner. Une des filières énergétiques possibles est la filière dite anaérobie alactique. C'est-à-dire, ce sont des A privatifs, anaérobies qui fonctionnent en l'absence d'oxygène et alactiques sans produire de lactate. Cette première voie métabolique, elle est basée sur la présence d'une molécule qu'on appelle la phosphocréatine, qui est à l'intérieur des cellules musculaires, mais en très faible quantité. Ce qui fait qu'en fait, cette filière va s'épuiser, elle aussi très vite. Elle va permettre un fonctionnement immédiat, mais par contre limité du fait de la petite quantité de créatine phosphate disponible pour renouveler cet ATP. Une seconde voie métabolique, toujours fonctionnant en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, s'appelle, elle, la filière anaérobie lactique. Comme son nom l'indique, elle va produire des lactates. Ces lactates sont liés à une combustion incomplète de substrats comme le glucose sanguin ou surtout le glycogène, c'est-à-dire le sucre contenu dans le muscle. Et cette combustion incomplète va induire donc la production de lactate associée à des ions H+, c'est-à-dire à une acidose métabolique. Et cette acidose sera en partie responsable de la fatigue musculaire. Ce qui fait que cette voie, elle est tout à fait efficace et puissante, mais sur un laps de temps relativement limité du fait, entre autres, de cette acidose métabolique qui se met en place au niveau de la cellule et qui va modifier en fait le fonctionnement enzymatique. Et enfin, une troisième voie est possible, c'est la filière aérobie, donc là, qui fonctionne en présence d'oxygène, qui est plus lente à se mettre en œuvre. Elle va nécessiter plusieurs minutes pour être pleinement fonctionnelle. Par contre, qui va pouvoir être efficace pendant des heures et permettre pendant des heures une resynthèse de l'ATP et un fonctionnement musculaire, mais à une intensité qui est moindre. En fonction des différentes disciplines, que l'on parle de sprinters qui vont donc performer sur des petites distances, par exemple 400 mètres chez un quarter-horse, ou des chevaux d'endurance qui vont performer sur des centaines de kilomètres, et puis les distances intermédiaires, en fait des demi-fondeurs, on aura une importance relative de la voie aérobie qui va varier, plus la distance en fait va s'allonger, plus la voie aérobie va être complètement prédominante, et inversement, pour les efforts très explosifs, on aura une importance des voies anaérobies qui va être accrue. Donc en fait, la distance va faire varier en fait l'importance relative des différentes voies, soit anaérobie, soit aérobie. Sur les athlètes de demi-fond,
on voit que les 2 voies sont importantes, ce qui aura une conséquence en matière d'entraînement, qu'il faudra à la fois travailler la filière aérobie et aussi améliorer les compétences, anaérobie des chevaux. Le muscle, ça n'est en fait pas un tissu, homogène, c'est-à-dire que, le muscle est composé de différents types de fibres. On décrit, généralement, 3 types de fibres. Une fibre dite lente, la fibre 1, qui est relativement, faible d'un point de vue de ses propriétés contractiles. En fait, elle n'est pas très puissante. Par contre, elle a la capacité, en fait, d'utiliser la filière aérobie de manière tout à fait efficace. Elle pourra utiliser les acides gras pour fonctionner et puis elle est fortement vascularisée et très pourvue en mitochondries. Donc ces fibres lentes, ce sont les filières, oxydatives qui vont être particulièrement importantes, sur les efforts longs, tels que l'endurance. À l'autre extrémité, on a donc des fibres rapides qu'on décompose en deux groupes, des fibres 2A et des fibres 2B. Les fibres 2B étant les plus glycolytiques, c'est-à-dire celles qui fonctionnent vraiment de manière lactique, avec des propriétés contractiles très importantes. Ce sont des fibres de gros volume, très puissantes, qui vont permettre une forte explosivité et amener en fait une puissance au cheval, qui vont fonctionner donc plutôt par la voie anaérobie. Et par contre, elles seront pauvrement pourvues de mitochondries, pauvrement vascularisées, oxydatives que les fibres rapides de type 2B ou 2X. Et intermédiaires, elles sont rapides, mais tout en étant relativement oxydatives, en tout cas plus oxydatives que les fibres rapides de type 2B ou 2X. Et chez un cheval, c'est la répartition en fait de ces différentes fibres va lui amener en fait différentes compétences, soit d'endurance, soit de sprint. Et parmi les facteurs de variation qui font que tel ou tel cheval présente une typologie, on a évidemment des facteurs ratios. Les chevaux sont sélectionnés depuis des années, voire des siècles, sur des compétences athlétiques. Et donc, les individus les plus endurants vont présenter plutôt des fibres lentes. Les individus qui requièrent de fortes capacités de vitesse vont être plus pourvus en fibres rapides. L'âge et l'entraînement vont aussi impacter en fait ces typologies musculaires, sachant que l'entraînement foncier va améliorer la capacité aérobie et améliorer la capacité d'utilisation de l'oxygène. Et donc, on pourra avoir une transformation de certaines fibres 2B en fibres 2A, voire en fibres lentes. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire la transformation des fibres lentes en fibres rapides, n'est pas possible. Ce qui fait qu'il est plus facile de conférer de l'endurance à un cheval qui a de la vitesse que de donner de la vitesse à un cheval qui est endurant. Euh, L'autre particularité, euh, c'est donc que voilà, cette transformation est possible dans un seul sens. Ce qui ne veut pas dire en fait qu'on ne va pas pouvoir améliorer l'explosivité d'un cheval. Ce qui va être amélioré dans le cadre du métabolisme des fibres rapides, on n'aura pas de multiplication ou de transformation, mais on aura une amélioration du volume et une hypertrophie de ces fibres. Donc on peut quand même travailler l'explosivité d'un cheval, mais effectivement, c'est moins facile de faire acquérir de la puissance à un cheval qui n'en a pas. Le cheval est un animal par rapport aux autres mammifères extrêmement musclé d'un point de vue de sa masse musculaire. Il y a énormément de muscles et ce muscle, il est très pourvu en sucre, en réserve, en substrat énergétique sucré. Le glycogène, donc c'est la forme de glucose qui est stockée dans le muscle. Il y a presque plus de 2 fois plus de glycogène dans du muscle de cheval que dans du muscle d'homme, enfin humain. Et ce glycogène va être utilisé donc sur des efforts de sprint et aussi sur des efforts longs de manière vraiment importante. Une des différences entre le métabolisme musculaire du cheval et de l'homme, c'est que la resynthèse de ce glycogène, elle est beaucoup plus lente chez le cheval que chez l'homme. Et que les stratégies nutritionnelles, c'est-à-dire le fait de donner de grandes quantités de glucides post-exercice chez un cheval, ne fonctionnent pas bien. Il faudra de toute façon 2 à 3 jours pour resynthétiser en fait ce stock de glycogène, alors que c'est beaucoup plus rapide chez un athlète humain.
Autre particularité du cheval, par rapport à l'homme, c'est sa très forte adaptation à l'entraînement. Sous l'effet d'un entraînement foncier, en fait, un tas de modifications au niveau cellulaire, vont intervenir, telles que, l'augmentation du nombre de mitochondries, c'est-à-dire des petits organites qui vont produire l'énergie. Le niveau des activités enzymatiques oxydatives va fortement augmenter, la vascularisation va être, améliorée et puis la quantité de substrat énergétique, donc de glycogène, va aussi être améliorée. Et puis, il a aussi la possibilité d'améliorer ses métabolismes anaérobies. Et cette sensibilité à l'entraînement, en fait, est tout à fait particulière au cheval. La réponse à l'entraînement va être extrêmement rapide et la capacité, en fait, à utiliser l'oxygène et à améliorer, en fait, sa filière aérobie va être rapide et durable. Ce qui fait que le cheval va se désentraîner, en fait, beaucoup plus lentement qu'un athlète humain, dont les capacités, en fait, aérobies vont diminuer beaucoup plus vite en quelques jours, alors que le cheval va garder, en fait, une consommation d'oxygène relativement stable, même en l'absence d'entraînement. Les conséquences pratiques, en fait, de ces données un peu théoriques, c'est qu'on peut quantifier l'intensité d'un exercice et par un dosage de lactate sanguin, donc les métabolites qui sont produits par la filière anaérobie lactique. Ces lactates sanguins, en fait, le lactate n'est pas qu'un déchet, c'est en fait aussi un carburant, il va être aussi reconsommé, il sera produit par le muscle, mais aussi reconsommé. Et ce qu'on va doser, en fait, nous, dans le sang, c'est un équilibre, en fait, entre la production et la consommation de ces lactates. Mais ça va nous renseigner, en fait, sur la façon dont le cheval gère son effort. Est-ce qu'il est en aérobie stricte? Est-ce que en fait, l'intensité qui lui est imposée permet une activité pleine de la filière aérobie? Ou est-ce que les capacités sont dépassées et que le cheval est en train d'accumuler de l'acide lactique, enfin des lactates? Et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir, comme marqueur de suivi d'entraînement, ce rapport, vitesse-lactate avec, par exemple, au cours d'un test d'effort, si on fait un premier exercice, en début d'entraînement, donc ça, en abscisse, vous avez la vitesse, ah pardon, le pointeur. En abscisse, vous avez la vitesse, donc une vitesse qui irait en augmentant, vers la droite et puis là, vous avez des lactates. En fait, sur un premier exercice, tant que la vitesse imposée est lente, les lactates n'augmentent pas vite. Le cheval est en fonctionnement aérobie. Et à partir d'un certain point, les lactates vont commencer en fait à s'accumuler et on va avoir une augmentation des lactates sanguins. Et c'est ce point d'inflexion en fait qui est intéressant parce que ça correspond à un point de déséquilibre entre la production et la consommation des lactates. Et ce point d'équilibre, il est pertinent parce qu'avec l'entraînement, on va décaler en fait cette courbe et que, à l'issue de quelques semaines ou de quelques mois d'entraînement, le cheval, pour une intensité donnée, va produire moins de lactate. Et ce décalage de la courbe en fait, vers la droite va témoigner de l'amélioration de la capacité aérobie du cheval. Et ça, c'est un très bon marqueur en fait, de suivi sportif. Au niveau donc des autres conséquences, pratiques sur ce que je vous ai dit précédemment, c'est que donc, la resynthèse glycogénique, elle ne se fait pas du tout de la même manière chez l'homme et chez le cheval, que les rations glucidiques post-effort immédiat ne sont pas efficaces, voire, délétères et qu'un des facteurs, les plus importants pour recharger correctement en fait, enfin, améliorer la recharge glycogénique au niveau musculaire, c'est l'état d'hydratation des chevaux. Et donc, il est impératif et vraiment très important que les chevaux boivent et reconstituent d'un point de vue électrolytique parce que c'est un facteur tout à fait d'influence pour la resynthèse du glycogène. On va passer maintenant donc au sang et à l'hématologie. Donc, le sang, grâce aux globules rouges, qu'on appelle aussi les hématies ou les érythrocytes, va permettre le transport de l'oxygène grâce à un pigment contenu dans les globules rouges qui s'appelle l'hémoglobine. On parlera aussi d'hématocrite, c'est le rapport en fait entre la quantité de globules rouges et le sang total. Classiquement, on, on va doser dans les suivis sportifs un certain nombre de paramètres de la lignée rouge, par exemple la quantité de globules rouges, le taux d'hémoglobine ou le pourcentage d'hématocrite. Ces données vont varier en fait selon les races. Les chevaux les plus nerveux présentant généralement
des marqueurs de la lignée rouge plus importants que les trotteurs ou les chevaux de sport. Le cheval est extraordinaire de ce point de vue-là, d'un point de vue de sa réponse hématologique, à l'exercice, parce qu'en fait, 50 la rate, donc la réserve splénique, stocke jusqu'à 50 en fait du pool de globules rouges de l'organisme et que sous l'effet d'un stress, comme par exemple un effort, sous l'effet de l'adrénaline, on va observer une contraction de la rate qui va relarguer en fait les globules rouges qui étaient contenus donc au sein de cette rate. Et on va observer une augmentation en fait de l'hématocrite très importante. Donc là, vous avez différentes disciplines, de l'attelage, du polo, de l'endurance, une course de plat. Et si on observe en fait des hématocrites à 30-35, on va observer en fait, suite à un effort, dépendant en fait de l'intensité et de la durée, une forte augmentation de cet hématocrite. Et ça, c'est tout à fait caractéristique et particulier au cheval, c'est que les hématocrites maximaux du cheval vont pouvoir monter à 60-70%, alors que chez un athlète humain, on a en fait des hématocrites maximaux qui vont plafonner à 40-50% chez l'homme. On peut donc parler, entre guillemets, parce que c'est un phénomène parfaitement physiologique, d'un certain dopage sanguin. On va avoir une augmentation en fait de la lignée rouge tout à fait physiologique qui va permettre une amélioration de la capacité de transport de l'oxygène qui est vraiment remarquable chez le cheval et qui en fait un athlète exceptionnel. Sous l'effet de l'entraînement, on aura aussi une augmentation en fait de ces lignées rouges. Donc c'est vrai que on va voir au fur et à mesure de l'entraînement une augmentation des globules rouges, du taux d'hémoglobine et de l'hématocrite, qui sera aussi en partie liée à l'augmentation de l'excitabilité au cours de la période d'entraînement. Les chevaux en fait très affûtés, présentant généralement donc une excitabilité supérieure et donc des lignées rouges accrues. Il y a plusieurs conséquences en fait à ce phénomène. C'est d'une part l'importance de l'échauffement, c'est-à-dire que l'échauffement, qui est donc un stress, va permettre une libération des globules rouges de manière à ce que, au départ d'une épreuve, le cheval parte avec des capacités de transport de l'oxygène qui soient optimales. L'autre conséquence, c'est que ce qu'on mesure au repos est en fait partiellement représentatif de ce que le cheval a véritablement dans son organisme et qu'un certain nombre de facteurs vont interférer, d'où la nécessité de vraiment très bien standardiser les prélèvements de repos pour pouvoir les comparer les uns par rapport aux autres parce que le niveau d'excitation, par exemple un cheval qui se défend à la prise de sang va faire monter sa lignée rouge. L'exercice va modifier la formule, c'est-à-dire que si un cheval a travaillé et qu'on fait une prise de sang en fin de matinée ou en début d'après-midi, très clairement la formule n'est pas représentative en fait d'une formule sanguine de repos. Donc en fait, il va être assez facile en fait de modifier par des caractères, enfin par des facteurs environnementaux, de modifier les résultats obtenus sur une prise de sang. La conséquence, c'est que l'intérêt de suivre les globules rouges pour voir si le cheval est en condition, l'intérêt est quand même assez limité. Par contre, évidemment, il est important de connaître ces paramètres en cas de contre-performance, parce que évidemment, une anémie, donc une baisse de la lignée rouge, peut générer une va générer une diminution de la capacité aérobie et donc de la contre-performance. Donc ce sont des paramètres qui sont intéressants donc d'un point de vue de la contre-performance, mais en matière de suivi d'entraînement, qui sont pas forcément très informatifs. Autre petite conséquence pratico-pratique, c'est que les analyseurs portatifs qui ont été conçus pour du sang humain doivent être validés pour du sang de cheval parce qu'ils n'ont pas été conçus pour un sang aussi visqueux. Et donc, il faut toujours en fait vérifier la validité et la validation en fait des analyseurs, par exemple de lactate, dans des espèces pour lesquelles ils n'ont pas été conçus initialement. On va donc maintenant passer au niveau de la fonction cardiaque. Le cheval présente là encore des particularités qui en font un athlète d'exception, déjà en matière au niveau de sa masse. C'est-à-dire que si chez un athlète humain, on considère que la masse relative du cœur par rapport à l'organisme est de 4 grammes par kilo, chez un cheval sédentaire, cette masse est déjà de 9 grammes par kilo. Et une fois entraîné, on aura en fait une augmentation de la masse relative de ce cœur qui est de plus présente un fonctionnement
tout à fait particuliers. Par exemple, vous avez ici donc une comparaison cheval-homme sur différents marqueurs de fonctionnement cardiaque. La fréquence cardiaque, le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang euh, mobilisée par minute. Et donc, on voit que déjà, rien que sur la fréquence cardiaque, si on a une fréquence cardiaque de repos de 30, le cheval est capable d'augmenter sa fréquence cardiaque sur des efforts maximaux de manière vraiment extrême. Cette fréquence cardiaque maximale, elle dépend de la race et de l'entraînement, hein. Mais sur des chevaux de course, on pourra avoir donc des fréquences cardiaques maximales qui dépassent 240 battements par minute, ce qui est vraiment exceptionnel pour un animal de cette taille. Euh, Comparativement à l'homme, on aura donc une capacité d'augmentation qui est quand même bien plus importante que pour un athlète humain, le R correspondant en fait au facteur de variation entre l'état de repos et l'état maximal. De la même manière, cette fréquence cardiaque va avoir des répercussions sur le débit cardiaque. C'est-à-dire qu'un cheval va mobiliser 30 litres de sang par minute au repos et plusieurs centaines en fait pendant l'exercice maximal. On aura donc une augmentation de 8 à 13 fois par rapport entre le repos et le maximum, ce qui est vraiment inférieur au delta qui existe chez l'homme. Et dernière particularité un peu plus complexe, la différence artério-veineuse, c'est la différence de teneur en oxygène entre du sang contenu dans les veines et contenu dans les artères, enfin entre contenu dans les artères et les veines, c'est-à-dire après le passage musculaire. Et, et comme je vous ai dit, le muscle du cheval est capable de consommer énormément d'oxygène et donc va désoxygéner très fortement le sang artériel. On aura donc une différence en fait entre l'effort maximal et le repos qui est extrêmement importante et beaucoup plus en fait que chez l'homme. Tout ça, ça va conduire en fait à des différences de consommation globale d'oxygène. Donc, il y a un marqueur qui est très utilisé chez l'athlète humain, qui est la consommation d'oxygène, la VO2, qui en fait est le produit de la fréquence cardiaque, enfin du débit cardiaque par le volume d'éjection systolique, mais aussi cette différence artério-veineuse dont je viens vous parler. Et c'est en cela, en fait, que le cheval est vraiment exceptionnel par rapport à un athlète humain. Donc, si on considère une personne sédentaire, avec une VO2 de 40 millilitres d'oxygène par kilo par minute, elle va augmenter sous l'effet de l'entraînement à 80. Alors qu'un cheval, en fait, sans entraînement, sera déjà autour de 100-130, c'est-à-dire que sa consommation, elle est déjà supérieure à un athlète humain, et que sous l'effet de l'entraînement, cette consommation, elle va doubler. On aura des VO2 max à 180, 200 millilitres d'oxygène euh, par kilo par minute, ce qui est vraiment, ce qui sont vraiment des valeurs exceptionnelles. On a donc un athlète capable de transporter l'oxygène et de l'utiliser de manière tout à fait incroyable. Alors la VO2, elle ne se mesure pas de manière pratique chez le cheval. Ce qu'on va pouvoir mesurer en fait pour objectiver cette amélioration, c'est par exemple la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle va augmenter. Donc là, vous avez la vitesse, on s'exprime en mètres par seconde. Vous avez donc plus la vitesse augmente, plus la fréquence cardiaque augmente, selon un mode linéaire. C'est-à-dire ça va décrire une droite jusqu'à un plafonnement. Et là, on obtient en fait, on atteint la fréquence cardiaque maximale. Cette fréquence cardiaque maximale, elle est relativement peu modifiée par l'entraînement. Et pour soit comparer des individus, soit suivre un cheval, on va utiliser des indices cardiaques, comme par exemple la V200. C'est la vitesse qui correspond en fait à 200 de fréquence cardiaque. Donc en fait, quand on aura défini pour un athlète l'évolution de sa fréquence cardiaque en fonction de la vitesse, on va prendre des points de référence qui sont la V200 pour les chevaux de course et plutôt la V170 pour des chevaux de sport. Et cette vitesse, en fait, qui correspond à ces fréquences cardiaques de 200 ou de 170, va permettre de suivre l'adaptation cardiaque à l'entraînement et d'objectiver en fait une amélioration du fonctionnement cardiaque. Par exemple, comme je vous ai montré en fait pour la courbe des lactates, si on fait un test et qu'on impose des vitesses croissantes pendant un test standardisé, on obtiendra sur un premier test 3 fréquences cardiaques qui correspondent aux 3 vitesses, puisqu'en fait, à vitesse
stabiliser la fréquence est stable et lorsqu'on reverra le cheval après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'entraînement, si l'adaptation, cardiovasculaire, a été, importante, on observera des fréquences cardiaques, sur chaque palier de vitesse qui seront moindres. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 180 de fréquence cardiaque, le cheval sera peut-être à 170 et cela, ça témoignera en fait de l'adaptation, de son système cardiovasculaire à l'entraînement foncier. Cette relation, vitesse-fréquence cardiaque pendant l'effort, elle est facile à mesurer avec, le matériel dont on dispose maintenant, donc les cardiofréquencemètres, les GPS qui sont intégrés dans des montres et ce marqueur, il est sensible à l'entraînement et c'est un bon marqueur en fait de suivi de la condition physique. Il faut cependant standardiser, correctement les conditions de mesure de fréquence cardiaque, c'est-à-dire, mesurer les chevaux sur une même piste quand on veut les comparer, hem faire attention aux conditions, météo, effectivement la tem des températures extrêmes, le vent et cetera, ça va impacter, sur l'intensité de l'effort et donc sur ce rapport vitesse-fréquence cardiaque et puis tenir compte du comportement du cheval. Les chevaux nerveux, évidemment vont présenter des fréquences cardiaques, hem, plus élevées que des chevaux froids. L'autre intérêt, en fait, de connaître, la relation vitesse-fréquence cardiaque à l'exercice, c'est qu'en cas de douleur, on pourra observer des augmentations de fréquence cardiaque et ça va permettre d'avoir une sorte de voyant rouge, pour, informer qu'une douleur est en train de se mettre en place, chez un cheval. Donc, bien connaître le rapport vitesse-fréquence cardiaque qui est extrêmement reproductible, en fait, hein, quand on travaille sur le même au même endroit, sur une même piste. Ça permet d'avoir, un bon témoin sur, l'adaptation du cheval à l'effort et puis la présence, et d'éventuelles douleurs. On passera ensuite donc par l'appareil, respiratoire. Cet appareil respiratoire, il va donc permettre les échanges gazeux, c'est-à-dire que, au niveau des alvéoles pulmonaires, le sang va se charger en oxygène, donc pour permettre aux muscles de fonctionner et puis va libérer le CO2, donc qui est issu de la respiration, et donc permettre de rejeter, les déchets du métabolisme. Le cheval, d'un point de vue anatomique, présente un certain nombre de limites, comme par exemple, la longueur de ses voies respiratoires. On a en fait, depuis l'entrée des naseaux jusqu'à l'entrée des poumons, hem, des voies respiratoires supérieures qui sont longues et relativement étroites, en particulier au niveau du larynx. On a aussi un thorax qui est relativement rigide et au niveau du fonctionnement, on a aussi en fait des particularités, qui ne le servent pas vraiment. La respiration, elle est strictement nasale, le cheval ne peut pas respirer par la bouche et cette respiration et cette ventilation, elle va être couplée à la locomotion. C'est-à-dire qu'au galop, un cycle locomoteur correspond à un cycle respiratoire ou plutôt un cycle respiratoire correspond à un cycle locomoteur. Et ce qui va imposer en fait, quand la vitesse augmente, une augmentation de la fréquence respiratoire, pour des raisons, biomécaniques, pas seulement pour des raisons métaboliques. Donc si on part sur une fréquence respiratoire au repos de 10-15 mouvements par minute, à l'effort maximal en fait, la vont passer d'une cinquantaine de litres à 1 500, 2 000 litres de mouvements par minute et les quantités d'air mobilisées vont passer d'une cinquantaine de litres à 1 500, 2 000 litres d'air et ces énormes quantités d'air, doivent passer donc hem, dans des dans des voies respiratoires donc de diamètre limité et effectivement, c'est là où le travail en fait de ventilation, le travail mécanique et la résistance pulmonaire en fait vont être augmentés, au cours de l'effort maximal. Ces limites en fait, anatomiques, fonctionnelles, vont induire à l'effort maximal, un phénomène qu'on appelle l'hypoxémie, c'est-à-dire une diminution du taux d'oxygène dans le sang et puis une augmentation du taux de CO2, parce que, les mécanismes de ventilation en fait vont se révéler, hem, en partie insuffisantes. Il y aura aussi d'autres phénomènes. Il y a le fait que le muscle est capable d'utiliser beaucoup d'oxygène et donc, va augmenter en fait
cette désoxygénation et cette hypoxémie. Et puis, le fait que la fréquence cardiaque soit très élevée, en fait, implique, un transit des capillaires très rapide et donc un temps pour les échanges gazeux, qui est partiellement insuffisant. Autre particularité du cheval par rapport à l'homme, c'est que ce système respiratoire est peu adaptable à l'entraînement. C'est-à-dire que la ventilation, elle n'est pas modifiée par le niveau de condition physique et hem et qu'en fait, c'est assez paradoxal parce que, beaucoup de cavaliers, d'entraîneurs vont observer cette fonction, ventilatoire post-effort pour, évaluer l'intensité d'un exercice, et puis pour, évaluer le fait que, le cheval gagne en condition physique. En fait, un cheval qui souffle après l'effort, donc c'est ce qu'on va appeler une hyperventilation post-effort, c'est lié à une compensation, du niveau enfin de l'acidose métabolique, c'est-à-dire une compensation, de la quantité de lactate produit et d'H+, et aussi des phénomènes de thermorégulation. C'est-à-dire que, le cheval va évacuer une partie de sa chaleur, par une hyperventilation. Et donc il y a un paradoxe en fait, sur l'appareil respiratoire, c'est qu'en fait, c'est l'appareil qui va être observé par les entraîneurs, par les professionnels et on va en fait utiliser un certain nombre de vocabulaire, mettre en souffle, dans les courses, on va dire, la course lui a ouvert les poumons et en fait l'appareil respiratoire est certainement l'appareil sur lequel on a le moins de capacité d'adaptation et le moins d'impact quand on impose un entraînement à un cheval. Donc c'est le paradoxe d'observer des adaptations qui sont en fait pas d'ordre respiratoire, mais d'ordre métabolique. C'est-à-dire, on observe une moindre quantité d'acide, enfin de lactate et donc une moindre acidose et donc une moindre ventilation. Mais c'est au niveau musculaire que l'adaptation s'est faite, c'est au niveau cardiovasculaire, mais pas au niveau respiratoire. Et donc cet appareil, respiratoire, c'est le facteur limitant de la chaîne de l'oxygène chez le cheval sain et évidemment si c'est, limitant chez un cheval sain, ça le sera d'autant plus, que le cheval présente, des problèmes respiratoires, que ce soit des problèmes respiratoires liés aux voies respiratoires supérieures, comme des obstructions des voies respiratoires ou des problèmes en fait des voies respiratoires inférieures au niveau pulmonaire, que ce soit, les inflammations des voies respiratoires, les hémorragies pulmonaires à l'exercice. Et donc, chez un cheval non entraîné, le premier facteur limitant, c'est le muscle. Secondairement, c'est la fonction cardiaque et en 3e lieu, c'est, l'appareil respiratoire. Mais une fois que le cheval est entraîné, à ce moment-là, le facteur limitant, c'est l'appareil respiratoire, secondairement, le cœur et en dernier lieu, parce qu'il est capable d'une forte adaptation, c'est le système musculaire. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que le cheval, il est naturellement doué, il est exceptionnel parce qu'il est naturellement doué. Il a déjà intrinsèquement, hem, des grandes capacités métaboliques, oxydatives et qu'en plus, il est, fortement adaptable à l'entraînement, surtout d'un point de vue musculaire et cardiovasculaire. Par contre, l'appareil respiratoire est, véritablement son facteur limitant et l'intérêt en fait de mettre en place des suivis physiologiques par des tests d'effort pour évaluer donc la réponse cardiaque ou la réponse métabolique avec des suivis lactiques, ça va permettre de caractériser les qualités de chaque athlète, de voir ceux qui présentent de bons potentiels fonciers, par exemple, de suivre la progression, en fait de ces chevaux, de voir comment ils s'adaptent et aussi d'adapter, l'entraînement. C'est-à-dire que l'objectif de l'entraînement va être de décaler ce seuil de fatigue et on peut, individualiser l'entraînement quand on connaît un certain nombre de paramètres physiologiques et en dernier lieu, de prévenir un certain nombre d'affections liées à l'entraînement, parce que, la fréquence cardiaque ou les lactates témoignent, de la façon dont le cheval réagit à l'effort et ce sont de bons marqueurs pour suivre en fait l'adaptation ou l'inadaptation du cheval à l'entraînement. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je vais répondre à vos questions, dans très peu de temps. Voilà.